Bonjour à toutes et à tous, c'est un réel plaisir de vous retrouver pour ce nouvel événement digital de Quadia. Cette série de webinaires a été inaugurée il y a 2 semaines à peu près avec notre webinaire sur les textiles circulaires. Et ces événements en fait maintiennent nos événements Quadia Talks auxquels certains d'entre vous ont pu être présents à Genève. L'objectif reste le même, c'est de partager notre expérience, celle de notre réseau, et échanger sur les solutions qui existent et les synergies à créer afin de construire l'économie régénératrice. Ces discussions interactives ont lieu avec des leaders d'opinion, des chefs d'entreprise, des preneurs de décision qui reconnaissent l'importance et agissent pour apporter de la durabilité au sein des modèles d'affaires pour aller vers une économie plus résiliente. Et la résilience, justement, c'est un mot qui revient beaucoup dans les discussions actuelles au vu de la situation que nous vivons tous. Et cette crise, finalement, cette crise que nous vivons, n'a fait que révéler les limites de notre système économique et la nécessité aujourd'hui, plus que jamais, de soutenir les entrepreneurs et leurs solutions durables et transformatrices afin d'accélérer la transition vers l'économie régénératrice. Dans notre rapport d'impact paru il y a quelques semaines, on présentait notre approche fondée sur ce changement de paradigme, justement, dans lequel nous souhaitons vraiment accompagner euh, nos investisseurs et nos investees. Cette approche nous donne un cadre, en fait, de cette approche va découler un cadre d'action dans lequel nous coopérons avec nos investees afin de co-créer. Et vraiment, j'insiste sur le mot co-créer parce qu'on a une approche bottom-up sur laquelle on va vraiment ensuite s'étendre, mais il y a une vraie co-création qui se fait avec nos investees afin d'arriver à cette économie plus résiliente, cette économie régénératrice. Donc aujourd'hui, j'ai vraiment la chance aussi d'avoir deux intervenants d'exception et je dis vraiment c'est une chance et pour moi et pour vous aussi, je l'espère, dans le public. Avant de les présenter très brièvement, bien que je pense qu'il n'ait pas du tout besoin d'introduction, je vais juste vous demander de bien faire usage de notre bouton questions et réponses qui se trouve juste en bas de votre écran et de poser des questions quand vous en avez. Le webinaire sera structuré de 2 parties. Donc, on a cette première partie de discussion d'une trentaine, quarantaine de minutes. On va présenter notre rapport, et échanger également sur les possibilités, les solutions. Et une deuxième partie qui sera vraiment là dédiée à vos questionnements, aux questions que vous pourrez avoir. Si vous avez besoin évidemment de clarification lors de l'intervention d'Emeric, de Christopher, n'hésitez pas à nous le faire savoir et je les transmettrai. Sinon, toutes ces questions seront réservées pour cette deuxième partie. Et comme il se peut que ce soit tellement passionnant qu'on déborde légèrement sur le temps imparti, ne vous inquiétez pas, le webinaire est enregistré et dans le follow-up, en très bon français, on fera en sorte de répondre quand même à toutes les questions qui auront été posées. Alors, je passe à vos petites présentations avant de vous donner la parole, cher monsieur. Alors, nous avons l'honneur d'avoir monsieur Christopher Wasserman, qui est président et fondateur du groupe Terrolab Surface, qui est un des leaders européens dans le domaine du traitement de surface, basé en Suisse. Donc, en plus de ce cœur de métier, Christopher est un philanthrope engagé qui a cofondé le Zarmet Summit, qui est un événement dont le but est d'inspirer, de connecter, de responsabiliser des entrepreneurs, économistes, dirigeants politiques et spirituels de haut niveau et des représentants d'ONG qui s'efforcent d'être les catalyseurs d'une mondialisation plus inclusive et humaine. Il préside également au conseil de Bilab Suisse, qui accompagne les entreprises suisses qui souhaitent obtenir la certification B Corp. Et cette communauté d'entreprises certifiées B Corp réunit plus de 3400 entreprises dans le monde qui mettent vraiment au cœur, leur mission sociétale au cœur de leur raison d'être. En plus de cela, Christopher fait partie du réseau Ashoka en tant que Ashoka Support Network. Est-ce que vous souhaiteriez apporter un complément à cela, Christopher?
Non, je vous remercie pour l'invitation. Bonsoir aux auditeurs et aux auditrices. Merci. Merci à vous. Alors, Emric, je vais peut-être aller encore plus brièvement parce qu'on te connaît encore une fois. Je pense que ni l'un ni l'autre n'avait besoin d'introduction, mais peut-être quand même donner quelques éléments. Donc, plus de 20 ans dans le domaine de la finance, dans la durabilité, avec depuis une dizaine d'années un retour vraiment aux besoins de l'économie réelle sur le terrain, avec plusieurs engagements, avec une expertise aussi très forte dans le domaine de l'alimentation et membre de conseils, de fondations et de nombreuses associations dont on en avait une d'ailleurs en commun, Slow Food Suisse. Si tu veux juste complémenter, Henri. Bien sûr que j'ai un complément. Non, ce que je peux ajouter pour expliquer en fait un certain temps passé en banque d'investissement et aujourd'hui avec Quadia et de nombreuses fondations et associations, c'est que mon travail dans la banque d'investissement a toujours été dans la recherche de solutions, de structuration de financement ou d'ingénierie financière. Et finalement, ce côté de curiosité, de comment on investit pour construire l'avenir, un monde souhaitable, bah, cette recherche de solutions, d'ingénierie en quelque sorte, je l'ai vraiment retrouvée avec l'impact investing, qui apporte des solutions, qui montrent qu'un autre type d'économie est possible et vraiment sur le terrain avec le concept d'économie régénératrice qui nous donne maintenant une direction, je pense, très claire pour ce qu'on souhaite faire et ce qu'on aimerait, plus que la transition, ce qu'on aimerait comme transformation. Merci Emric, et je pense que là tu m'as donné la passerelle idéale pour justement aborder cette première partie de notre discussion. Ce serait peut-être de donner les grandes lignes de notre rapport d'impact qui a été publié il y a quelques semaines. Donc comment est-ce que chez Quadia, ce concept d'économie régénératrice a été, a été mis en place, comment est-ce qu'est structurée notre méthodologie d'investissement, comment on est passé de la mesure à la gestion d'impact. Voilà quelques lignes directrices par rapport à ça. Tu as déjà dit en introduction des mots très clairs, hein, faire une économie qui est plus équitable, plus résiliente et sortir, je crois que le constat est de plus en plus partagé maintenant, même s'il y a 10 ans, le départ de l'impact investing, c'était encore de façon assez exclusive et en petite communauté, c'est de se dire tout simplement qu'on est sur une économie linéaire qui épuise nos ressources naturelles, qui apporte des changements parfois irréversibles et sous prétexte de croissance économique et ce fameux GDP, finalement des bienfaits sociétaux qui ne sont pas encore parfaitement équilibrés ou qui pourraient être meilleurs, d'où les objectifs 2030 et 2050 que posent de plus en plus aujourd'hui des approches économiques. Et je crois que pour Quadia, il y a un mouvement qui s'est fait justement en 2017 de passer de ce qu'on appelait la mesure d'impact, hein, comment quand on investit dans une entreprise, on regarde l'impact qu'elle peut avoir, à la gestion d'impact. La notion qui est importante, c'est que le mot d'impact aujourd'hui est très répandu et généralisé en politique, en économie, en finance, et finalement, tout peut avoir de l'impact. Donc, ce qui est important, c'est peut-être la différenciation entre ce qui est la réduction d'un impact négatif et la création d'un impact positif. Et je crois fermement, avec l'économie régénératrice, et ça part d'un constat agricole aussi, comment on régénère le sol, qu'il n'est plus suffisant, on n'a plus le temps, on n'a plus assez de temps pour juste réduire et réduire nos impacts négatifs. Il faut vraiment trouver un système qui nous permette de créer un impact positif et donc de réparer. Et même l'Union européenne aujourd'hui reprend à son compte cette notion d'un modèle économique d'avenir qui pourrait rendre plus qu'il ne prend. Et cette différence entre l'impact quantitatif et l'impact qualitatif, c'est extrêmement important dans notre travail, puisque aujourd'hui, si on prend l'exemple d'une taxe carbone comme critère de réduction d'une certaine pollution ou gaz à effet de serre, si on prend une multinationale qui met en place un produit de façon mondiale, très diffusé, qui décide de réduire ses emballages, par exemple, l'impact quantitatif est extrêmement important.
mais on reste sur un modèle d'une économie fossile, pour l'exemple de la taxe carbone, ou finalement d'une entreprise qui continue à produire un bien de consommation avec de la ressource qui est extraite de nos ressources naturelles, qui peut être transportée sur des milliers de kilomètres. Ils ont juste un peu réduit l'emballage ou un peu réduit le plastique. Aujourd'hui, ce n'est plus suffisant. Il faut vraiment trouver un modèle économique des biens et des services qui crée un impact positif ou qui viennent se substituer à des impacts négatifs. Et c'est ce qu'on a appelé avec Quadia, donc le fonctionnement de l'économie régénératrice. L'économie régénératrice, c'est s'appuyer sur comment, dans un modèle d'affaires, on apporte plus de local, de collaboratif, de circulaire, de fonctionnel, l'utilisation, le service rendu au lieu de la propriété. Et tout ça en s'inspirant un peu du fonctionnement d'un écosystème, donc des interactions entre des acteurs différents. Et c'est ce qu'on appelle dans notre modèle d'investissement dans des entreprises, l'économie régénératrice et la théorie du changement. Comment, avec nos investissements, on veut pouvoir faire changer le monde. Alors en anglais, ça s'appelle Theory of Change, le TOC. Et pour ceux qui me connaissent bien, je crois que oui, en TOC, c'est aussi un trouble obsessionnel du comportement. Et c'est devenu vraiment une passion, des convictions partagées. Et ce TOC, c'est vraiment, je pense, ce qu'on peut faire tous ensemble en agissant par notre consommation et par notre investissement sur le terrain. Et donc, avec Christopher, on s'est croisés plusieurs fois parce qu'on partage un certain nombre de choses en commun. Donc, plutôt que d'expliquer aujourd'hui ce qu'est notre théorie du changement ou ce que fait Quadia, c'est un peu avec un spécialiste de la durabilité, de l'entrepreneuriat, de la philanthropie. Regardez, Christopher, quels pourraient être tes questionnements sur cette notion d'investissement, tes appréciations, tes critiques aussi par rapport à ce que nous faisons et ce que tu as vu jusqu'à présent. Absolument. Tu me passes la parole là. Bien sûr. Bien. Alors moi, j'ai trouvé courageux et innovant de la part de Quadia et de Groove Petercam de présenter ce modèle qui est au fait un modèle circulaire, une économie circulaire qui n'est pas encore très connue. Je ne sais même pas si dans les business schools, en tout cas à mon époque, on n'en parlait pas, si c'est maintenant quelque chose qui fait partie du cursus, parce que c'est vraiment une nouvelle approche où les déchets n'existent pas, n'est-ce pas? Et donc, j'ai trouvé intéressant qu'un acteur du monde financier adopte ce modèle, cette approche, qui est basée vraiment sur le paradigme que les ressources disponibles ou le paradigme de la croissance infinie est derrière cette économie circulaire. Parce que c'est vrai qu'on a toujours eu cette idée qu'on peut continuer à croître, la croissance à tout prix, et en fait, on sait que ce n'est plus possible. Je crois que d'ailleurs, dans l'étude, vous mentionnez que nous avons déjà dépassé les ressources disponibles. Alors, ce qui me plaît avec cette approche, c'est parce que j'ai essayé de l'appliquer à mon entreprise. Je suis entrepreneur, une de mes casquettes d'entrepreneur, j'ai une entreprise dans le domaine de la santé, mais aussi de l'industrie, dans le traitement de surface. Nous faisons des revêtements pour remplacer des composants de machines qui seraient rebutés ou simplement détruites. En prolongeant la durée de vie de composants de machines, par exemple dans l'imprimerie, on en améliore la productivité des machines, on diminue les temps d'arrêt, etc. Donc nous sommes un petit peu dans mon entreprise, dans cette approche, une économie, ce n'est pas encore une économie circulaire, mais en tout cas une économie qui minimise les déchets et qui est dans le remplacement des pièces détachées et d'une obsolescence programmée. Donc, aussi dans le cadre du Zermatt Summit, nous avons depuis quelques années vraiment essayé de promouvoir une économie régénératrice. Guibert de Marmol était présent à plusieurs de nos séances, Günther Pauli. On appelle ça l'économie régénératrice ou l'économie bleue, mais vraiment qui est inspirée de la nature avec l'homme au centre. Et donc, je suis très sensible à cette approche qui n'est pas facile à comprendre, mais où il existe déjà aujourd'hui un certain nombre d'entreprises qui travaillent selon cette organisation.
Alors, justement, pour voir comment on peut l'appliquer dans une entreprise, nous, par rapport à cette théorie du changement, donc on s'est concentré sur 3 domaines d'expertise qui sont principalement donc l'efficience énergétique, hein, non plus comment juste on produit l'énergie propre, qui bien sûr est fondamentale, mais avant tout l'efficience, comment on va être dans cette logique de réduction de l'énergie que nous consommons. Euh, Bien sûr, le système alimentaire, l'agriculture durable, de la semence au système de distribution ou également de traitement des déchets et pour éviter le gaspillage. Hein. Un des plus grands gaspillages aussi énergétiques, c'est une agriculture pétrole qui demande plus de 40 calories, je crois, pour apporter une calorie dans l'assiette du consommateur. Et puis, de plus en plus sollicité, vraiment ces modèles économiques, ces produits et ces services qui vont reposer, comme tu l'as dit, sur l'économie circulaire, c'est-à-dire arrêter d'avoir une croissance qui se fonde essentiellement sur l'extraction de ressources naturelles. Hein. Je crois que plus de 90% du GDP mondial provient de nouvelles matières premières qui sont extraites. Et donc l'idée un petit peu, c'est de se dire que finalement, le changement, hein, plus qu'un bulletin de vote, ça peut être également très fortement par ce fameux mouvement de consommation, de changement de consommation. La crise actuelle, on va y revenir, nous parle de déclic pour un certain nombre de personnes qui s'aperçoivent que peut-être revenir à l'essentiel et mettre l'important un petit peu de côté. Donc nous, on croit très fermement en investissement, en B2C, de trouver des entreprises qui sont innovantes et qui répondent à ce besoin des consommateurs de changement, le fameux B2C. Donc, l'idée est de voir comment elles peuvent mettre en place un produit en créant un impact positif. Et on définit avec elles, si vous voulez, 4 objectifs. Donc, le premier, comment aujourd'hui cette entreprise se développe en faisant une offre qui va permettre, non pas de réduire, mais d'améliorer l'utilisation, d'optimiser l'utilisation des ressources naturelles, encore mieux de les régénérer. Ensuite, le deuxième point fort dans tout business model, dans tout modèle d'affaires, une entreprise peut regarder en effet comment favoriser la production et la consommation circulaire. Alors, pas le recyclage, hein. Je crois que le recyclage était très bien au siècle passé. On doit aller vers autre chose maintenant, qu'on va plutôt définir comme la réutilisation et le upcycling, comment d'un produit ou le output, pour faire du mauvais franglais, d'un produit, on en fait quelque chose qu'on peut valoriser encore plus dans son utilisation ou dans sa chaîne de valeur. Ensuite, c'est bien sûr soutenir les communautés locales pour apporter de la résilience et de l'autonomie à une chaîne de valeur. Et à nouveau, la crise actuelle, je crois, démontre que ce ne sont pas juste des beaux discours ou une posture politique, mais que ça devient une nécessité. La souveraineté dans certains secteurs et le local, hein, ne pas délocaliser à un moment donné pour avoir un produit pas cher et 10 ans plus tard, on s'aperçoit qu'il revient beaucoup plus cher. C'était l'exemple, Christopher, que nous avait donné sur les masques. Les masques qui pouvaient peut-être nous coûter l'équivalent de 10 centimes à la production sont partis en Chine pour que ça coûte 1 centime et ils reviennent à 1 euro. Donc c'est un peu un paradoxe. Et puis après, bien sûr, c'est regarder comment dans l'investissement, dans l'entreprise qu'on va soutenir, la possibilité de promouvoir une chaîne de valeur juste pour toutes les parties prenantes à l'extérieur du modèle de l'entreprise comme à l'intérieur. Alors tout ça, ça repose sur ce que Astadja m'a mis à l'écran. 4 objectifs déclinés avec une quinzaine d'indicateurs et une feuille de route qu'on va co-construire avec l'entreprise pour voir comment, sur ces 4 objectifs, elle peut progresser. Et là-dessus, il y a 2 choses qui sont importantes par rapport à la performance financière et à l'action économique. C'est justement de se dire que, ces entreprises qui créent un impact positif répondent à une demande très forte dans des secteurs qui sont en croissance ou qui sont en train d'être réinventés. Donc, elles ont normalement des objectifs, je dirais, de bonne croissance ou de croissance équitable élevés et de bonnes perspectives sur ces 3 domaines d'expertise que sont l'efficience énergétique, l'alimentation durable et une nouvelle approche des biens, produits et services de façon circulaire. Et également, des recherches d'efficience, de synergie avec ces indicateurs
une chaîne de valeur améliorée, je pense des parties prenantes plus satisfaites doivent permettre un bon développement de l'entreprise. Et je pense que c'était une bonne présentation de ce cadre. Maintenant, dans l'application, peut-être pour aller un peu plus concrètement, j'aime toujours les exemples, j'aime toujours être directement sur le terrain, mais je ne veux pas empiéter ici. Christopher, peut-être vous avez des questions, des réactions par rapport à la présentation d'Emeric. Moi, ce qui me plaît, c'est qu'il y a des indicateurs, n'est-ce pas? Parce que lorsque l'on regarde comment avancer sur ce chemin, une de mes entreprises est devenue certifiée B Corp. On a été les premiers dans notre industrie à suivre une approche un peu similaire. Et ça permet vraiment de faire évoluer les mentalités et aussi d'avoir une feuille de route avec des actions concrètes. Alors, ce que j'aime bien avec cette approche, c'est que je sais que les entreprises que vous avez approchées en tant qu'investisseurs ou qui sont dans votre portefeuille, vous les avez accompagnées pour définir avec elles ces feuilles de route et ces indicateurs qui permet donc à l'entreprise de mesurer, dans la mesure du possible, des indicateurs non financiers sur des thèmes très particuliers. Derrière ce modèle, il y a l'idée que l'entreprise n'est pas là simplement pour faire un profit, mais qu'elle a une responsabilité beaucoup plus large, n'est-ce pas? Et qu'elle est, au fait, elle a une responsabilité envers toutes les parties prenantes, les salariés en priorité, mais aussi les clients, les fournisseurs, l'environnement, etc. La difficulté après, c'est de pouvoir quantifier les indicateurs, enfin d'établir des indicateurs qui tiennent la route, qui sont mesurables. Et ça, je trouve très, très bien dans votre méthode. Alors, peut-être que moi, je ne sais pas si c'est le bon moment, mais j'aurais une question par rapport à Emeric, par rapport à ce que tu as dit. En tant qu'investisseur, on parle souvent du monde financier, des critères ESG, n'est-ce pas? Qui sont une façon aussi d'intégrer une certaine éthique ou une approche de développement durable dans le domaine financier. Quelle est la différence, selon toi, entre cette approche? Est-ce que c'est plus contraignant? Quels sont les points de différence par rapport à ces fameux critères ESG que plusieurs acteurs ont adoptés ou sont en train d'adopter dans le monde de la finance? Alors, pour comparer ce qu'on va nous dénommer l'impact investing et ce côté qualitatif de création d'impact positif et d'intention qu'on met derrière le geste économique, il y a en effet un champ d'application qui, je pense, est différent, mais complémentaire. Dans le sens où aujourd'hui, l'ESG va s'appliquer, si on parle du domaine de la finance, en général des grandes entreprises qui ont déjà une chaîne de valeur, un certain modèle d'affaires, et on va regarder comment réduire un certain nombre d'externalités négatives et comment, ce que je disais un petit peu en introduction, améliorer leur façon de procéder. Est-ce que ces entreprises s'inscrivent vraiment dans un nouveau paradigme, dans une nouvelle façon de produire, transformer, consommer, réutiliser et pas gaspiller? Un certain nombre, sûrement, pas toutes. Donc je crois qu'on est plutôt dans une démarche avec l'ESG qui est aussi une démarche mondiale, globale, qu'on va appeler le top-down. C'est aujourd'hui regarder comment les conférences internationales, les fameuses COP 21, les précédentes et les suivantes, comment des directives internationales, les objectifs de développement durable, le programme de l'Union européenne nous fixent des objectifs. Mais c'est 2030, c'est 2050. On va reparler rapidement pour les personnes qui assistent à ce webinaire de la crise actuelle. Peut-être que quand on est sur le terrain, on a envie d'aller un petit peu plus vite, de ne pas parler des objectifs de 2030, mais de tout de suite comment on peut transformer. Et c'est là où la différence, ça sera l'approche de Quadia. On est dans des entreprises qui sont plus petites. On va dire, on investit dans des entreprises qui sont, selon nos domaines d'application, entre 1 million
et 50, 60 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et notre but est donc de les faire grandir, bottom-up, un capital de croissance qui, parce que ce sont des acteurs qui, selon nous, réinventent, et je vais donner des exemples, leur façon de faire, vont transformer leur chaîne de valeur. L'idée est de les faire grandir pour les rendre un peu plus visibles sur la chaîne de valeur. Et à ce moment-là, ce n'est pas un monde contre l'autre, les anciens ou les nouveaux. C'est plutôt de se dire qu'en ayant une approche qui rentre peut-être plus dans les détails avec ces 14 indicateurs pour être en création d'impact positif et montrer que l'entreprise peut grandir et être profitable avec ce mode d'organisation et d'impact positif, la rendre plus visible sur sa chaîne de valeur. Et je crois que non pas la transition, mais la vraie transformation économique arrivera quand il y aura une convergence entre ces plus grandes entreprises qui vont voir des plus petites qui fonctionnent selon un modèle ou des valeurs différentes. Et quand elles peuvent se mettre à travailler ensemble, là, on est vraiment sur une transformation réussie. Donc, ça serait une différence peut-être entre l'ESG, sans vouloir être critique, c'est plutôt que de changer à la marge ce qui existe déjà, proposer des nouveaux modèles et les faire travailler ensemble. Et en termes de performance financière, ces entreprises qui apportent des nouveaux modèles, assez régulièrement, on voit dans nos portefeuilles qu'elles ont la possibilité de doubler ou tripler de chiffre d'affaires parce que l'impact est démultiplié pour les consommateurs qui viennent les rechercher. Et puis, si c'est doublé ou triplé de chiffre d'affaires en 4 ou 5 ans, hein, là, on va parler de 15, 12, 10% de rendement. Donc, il y a aussi de la place pour de la performance financière, pour du profit. Et je ne crois pas que le profit soit un gros mot ou soit condamnable. C'est peut-être la façon dont on le fait ou comment on va l'utiliser. Mais être entrepreneur, mettre en place une entreprise, dégager du profit parce qu'on a un modèle qui est équitable, je pense que c'est très louable et c'est ce qu'on recherche. Et j'aimerais peut-être en profiter pour compléter ce que tu dis, Aymeric, avec un mot de Jean-Marc de Bricon d'Alterfine qui nous fait un petit clin d'œil dans le chat en disant absolument, Aymeric, l'illustration parfaite est BlackRock qui applique des critères ESG et est même sollicité par la communauté européenne comme guide dans ce domaine. Ce qui est ironique compte tenu que BlackRock est le plus gros investisseur au monde dans le pétrole et financier de destruction environnementale. Donc voilà. Bon, clair. Vous connaissez bien, je n'ai pas envie de rentrer dans la polémique, on peut tous travailler ensemble, mais le mot que dit Jean-Marc, et bien sûr Christopher, je te repasse vite la parole, il faut savoir m'interrompre. Je crois que le plus important, c'est l'intention qu'on met derrière une action économique. Hein. Il y a le macro, il y a le micro, top-down, bottom-up, et on va en reparler parce qu'on va faire un sujet sur le télétravail. L'intention qu'il y a derrière du chef d'entreprise, des actionnaires, de la communauté, de l'écosystème, c'est le plus important. Si l'intention est un petit peu déformée, on peut mettre ce qu'on veut comme mot, comme mesure d'impact, comme critère derrière. Donc on fera des choses qui peut-être ne sont plus acceptables aujourd'hui. Très bien. Si tu me permets une autre question en tant qu'investisseur, Aymeric, il y a toujours cette croyance que pour favoriser des impacts non financiers, comme tu les as décrits, qui sont porteurs de sens, n'est-ce pas, qui sont des entreprises locales, régionalisées, qui se développent, faut-il accepter un rendement financier inférieur pour ces entreprises? C'est-à-dire, est-ce qu'on doit partir avec l'idée de dire, eh bien, ces entreprises vont avoir un impact social, un impact environnemental, vont régler les problèmes environnementaux et sociaux dans leur core business comme niveau stratégique, mais il faut donc accepter un rendement financier inférieur. Est-ce que tu as des exemples? Je pense que vous avez ce fonds Regeneron Impact Fund ou d'autres exemples peut-être que tu pourrais donner. Et je crois que je dois fermer ma fenêtre. Excusez-moi, il y a un bruit à l'extérieur. Je pense que c'est une question qui est légitime, qu'il était encore plus il y a quelques années où il y avait un vrai doute en se disant mais est-ce que avoir un souci environnemental ou par rapport à l'organisation de l'entreprise, par rapport au bien-être de ses collaborateurs, est-ce que ça a un coût? Et du coup, ça a un coût qui fait qu'on aura moins de marge ou qu'on va vendre plus cher. Je crois que cette question est de plus en plus maintenant écartée parce qu'on s'aperçoit que mettre en avant ces impacts positifs
ces notions aussi de bien-être dans une entreprise, ces notions de respect environnemental apparaît de plus en plus comme un avantage et compétitif, et puis même comme un avantage financier. Quelques exemples. Déjà, sans parler de greenwashing, déjà dans un premier temps, s'inscrire sur un nouveau processus de production va attirer un certain nombre de consommateurs qui peuvent être au départ une niche ou après grandir. Donc, c'est aussi une captation de parts de marché, pour être très concret, que de se positionner avec des valeurs et de dire ce qu'on fait et de faire ce qu'on dit, justement. Donc, pas de greenwashing. Donc, ça peut être des critères de performance et de part de marché quand notre produit bien pensé, en éco-design, respectueux d'un certain critère d'impact, va se substituer à un produit peut-être de consommation plus courante. Également, l'autre critère qui est important, je vais donner un exemple concret, plusieurs exemples concrets de notre portefeuille. Une entreprise avec qui on travaille, qu'on est très proche, qu'on apprécie beaucoup pour justement son éthique et ses valeurs depuis plus d'une vingtaine d'années, voire une quarantaine d'années. C'est la société qui s'appelle Les Cotonantais, qui est un producteur en biodynamie de fruits et en transformation. Et on s'aperçoit que le bon sens et l'éthique de cette société s'est transformé aujourd'hui en avantage compétitif. C'est que bien sûr, la volonté de vouloir transformer des fruits qui n'étaient pas assez beaux pour la vente, ça évite un gaspillage. Et puis la transformation implique une activité continue pendant toute l'année, locale. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est qu'au moment des récoltes, quand beaucoup d'entreprises agricoles faisaient appel à des travailleurs étrangers qui viennent par quart entier pour pouvoir faire les récoltes à des prix, à des coûts du travail peu élevés, les travailleurs détachés, et repartent ensuite, là, les frontières sont fermées. Donc, quand au contraire, peut-être à un coût plus élevé, vous avez créé un vrai écosystème autour de votre entreprise avec des emplois localisés et pérennes, aujourd'hui, j'espère que je ne me trompe pas, mais ça va être vite prouvé, il n'y aura pas de problème pour les récoltes au sein de cette entreprise. Donc, à un moment donné, je dirais, bien faire les choses peut très vite être un avantage compétitif. Je donne un autre exemple. Donc là, on est dans la production et dans la transformation agricole. Un de nos exemples plus récents d'investissement qui est Oudi, qui est une société de restauration collective qui apporte comme proposition de valeur aux entreprises de repenser l'espace de restauration collective au sein de l'entreprise, de repenser le bien-être des salariés, des collaborateurs, de les accompagner dans leur parcours nutritionnel. Alors, aujourd'hui, malheureusement, bien sûr, une partie de l'activité de cette entreprise est fermée, mais avec la crise du Covid, quand l'activité va reprendre, le premier souci des employeurs, et tu en fais partie, Christopher, ça va justement être de regarder comment vos collaborateurs vont pouvoir venir toute la journée sur leur lieu de travail en sécurité et prendre leur repas également en sécurité. Quoi de mieux qu'avoir un espace repensé déjà au départ à la source de la valeur, de la proposition de valeur pour le bien-être des collaborateurs, plutôt que de faire en sorte qu'ils vont descendre dans la rue et voir comment acheter un sandwich ou un plat à emporter. Donc là, on est sur une entreprise qui, sa proposition de valeur à impact très positif, va devenir un avantage compétitif pour permettre peut-être une reprise. Donc, quand on expliquait dans le titre l'économie régénératrice pour co-construire la reprise, ça va être en effet pour repartir et aussi pour mieux répartir. Et cette co-construction, je pense que les valeurs intrinsèques de l'impact positif doivent être prises en compte et sont une chance pour apporter des solutions concrètes. Excellent. Et si tu me permets encore une dernière question au niveau de cette étude, est-ce que les entreprises qui sont dans votre portefeuille, justement, étant donné cette crise actuellement, sont plus résilientes, même si c'est peut-être un peu tôt pour y répondre après 2 mois de confinement et d'arrêt de l'économie? Est-ce que ton impression ou les indicateurs que tu as démontrent que, enfin, tu donnais l'exemple justement des Cotonantais qui utilisent une main-d'œuvre locale ou qui s'appuient sur un écosystème local, ça c'est un exemple intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres exemples
dirais-tu, soit dans le domaine énergie ou alimentaire ou économie circulaire qui peuvent permettre de penser. Moi, je le pense franchement. Enfin, mon expérience à moi me démontre que oui. Ce serait intéressant d'avoir votre expérience. Alors, je pense que c'est peut-être encore pas complètement prouvé au cas par cas, parce que cette résilience, il faut la construire. Hein. La définition de la résilience, c'est savoir résister au choc. On voit bien que l'économie actuelle qu'on a n'a aucune résilience. Hein. Avoir l'essentiel de son chiffre d'affaires ou de matières premières qui viennent de l'autre bout du monde met en danger. Ce qui me semble important sur cette résilience, c'est, oui, on a des exemples parce que je crois que la définition même de la résilience, c'est un écosystème. Une forêt, si elle n'est pas sait produire, consommer et se régénérer. Et ce qu'on veut faire avec cette économie régénératrice, ce qu'on souhaite, et puis ce n'est pas nous qui l'avons inventé, tu as parlé de Guibert Delmarnol, on est nombreux à poser ce cadre de travail, c'est de se dire comment, justement, en rajoutant du collaboratif, du local, du circulaire, ça ne veut pas dire faire que ça, mais c'est prendre en compte ces éléments, on va gagner en autonomie et en résilience. Parce qu'on va créer une chaîne de valeur plus juste, plus équilibrée, des synergies, pas être à flux tendu, pas être à la recherche exactement d'un seul critère qui serait une certaine profitabilité financière. Et justement, ce qui est remarquable, c'est dès qu'on arrive à prouver que des collaborateurs qu'on écoute plus heureux dans leur travail, peut-être avec des organisations justement moins pyramidales, plus ouvertes, une chaîne de valeur où on ne regarde pas en amont comment on peut acheter moins cher et en aval comment on peut presser sur les prix, mais qui a plutôt une concertation qui va mener vers l'autonomie, vers la collaboration, vers du local. On est totalement dans cette logique d'autonomie qui deviendra de la résilience et qui va se transformer en performance financière selon moi, et on commence à voir les résultats, puisqu'un certain nombre d'entreprises travaillent maintenant depuis 20 ans, mais depuis une bonne dizaine d'années sur ces critères. Comment ils gagnent en synergie, comment ils gagnent en flexibilité et en adaptabilité. Je vais donner un autre exemple sur ce que ça ne veut pas dire qu'on doit être spécialement sur des niches comme la biodynamie pour les coteaux nantais ou la restauration d'entreprise. Le téléphone portable, qui est vraiment l'objet de masse que nous avons, on peut parler d'une entreprise qui est Fairphone. Fairphone a décidé à l'origine de créer un téléphone en faisant attention à toute sa chaîne de valeur. Un téléphone portable, c'est peut-être 400 ou 500 grammes, mais c'est 20 ou 30 kilos de matières premières. C'est une niche. On parle d'un chiffre d'affaires de l'ordre de 20 millions d'euros, attendu à 40 millions d'euros, parce que bien sûr, de plus en plus d'adeptes vont vers le Fairphone, mais c'est rien par rapport à l'iPhone. Mais ça montre qu'on peut faire autrement et ça va pousser Apple à changer peut-être un certain nombre de ses composants ou sa chaîne de valeur. Donc, montrer l'exemple et peut-être que la chaîne de valeur de Fairphone arrivera à donner l'exemple pour changer tout le secteur. Donc, l'innovation de Fairphone, qui est une innovation qualitative aussi, pourra faire changer tout le secteur. À côté de ça, on a une autre entreprise dans notre portefeuille qui s'appelle Sophie Group et qui permet le reconditionnement des téléphones portables. Ce produit, qui peut être un petit peu condamnable parce qu'à chaque fois, c'est un nouveau modèle chaque année qu'on veut utiliser et on parle en milliards d'utilisateurs. Non, il y a une entreprise qui crée un nouveau marché, c'est une nouvelle niche, le téléphone d'occasion qu'on va réparer, reconditionner et pas juste recycler. La valeur ajoutée, elle est vraiment dans le reconditionnement et on le remet sur le marché. Ça, typiquement, ce sont des entreprises qui, avec un positionnement d'impact positif et, je dirais, d'économie régénératrice, amènent de la performance financière parce qu'elles captent un nouveau marché, entre autres. Et peut-être pour enchaîner sur autre chose qu'on voulait partager aujourd'hui, parce que le temps passe vite, on s'est rencontrés à nouveau, Christopher, pendant le sommet Change Now à Paris, qui était justement la façon de démontrer tout un grand nombre d'entreprises qui apportaient des solutions pour construire ce nouveau monde qui est dans le respect de nos équilibres planétaires. Et notamment, une des entreprises qu'on a aussi en portefeuille, qui est Loop, qui a fait une très belle présentation au salon Change Now, parce qu'elle expliquait que
eux, ils réinventent le packaging. C'est le packaging du produit de consommation courante pour rester dans la zone de confort du consommateur, le fameux B2C, qui va pouvoir être réutilisé. Et on montre que 3 réutilisations est meilleur qu'un recyclage, même si le produit est transporté, nettoyé et re-rempli par le producteur. Donc là, on reste dans la zone de confort du consommateur, mais on lui apporte un emballage, un contenant qui est réutilisé. Et un très grand nombre d'entreprises étaient à ce salon Change Now. On y a croisé certains de nos investisseurs aussi qui étaient curieux de toutes ces solutions. Donc, il y a une envie d'investir, mais il y a une envie de faire autrement. Et justement, par rapport au Change Now, Loop y était effectivement présent, comme tu disais, qui a fait une très belle présentation. Et je crois que vous êtes aussi assez familier par rapport à ce salon. Christopher, quel en est votre ressenti? Qu'est-ce que ce genre de vraiment rassemblement d'entrepreneurs et d'entrepreneurs même sociaux, on peut le dire, qu'est-ce que ça évoque chez vous? Qu'est-ce que vous y voyez comme… J'ai trouvé très impressionnant le nombre d'acteurs qui étaient présents et aussi le nombre de visiteurs. Donc, c'est vraiment un événement qui regroupe l'économie sociale et solidaire, mais aussi l'économie circulaire, enfin, tous les nouveaux modèles. Il y avait des stands d'entrepreneurs aussi. Moi, j'y étais allé aussi pour assister au lancement d'un programme qui a été lancé par Bilab, qui s'appelle SDG Action Manager, qui est donc un outil qui permet de mesurer les SDGs en anglais, ou les objectifs de développement durable dans les entreprises. Donc, ils ont choisi cet événement-là pour lancer cet outil. Nous, au Zermatt Summit, si vous voulez, on est complémentaires à Change Now, dans le sens qu'on a décidé de réunir 150 à 200 personnes, alors que je pense que là, il y avait plusieurs dizaines de milliers de visiteurs, pour travailler sur les mêmes problématiques. Donc, je trouvais très intéressant, et j'espère simplement qu'avec cette crise, toutes ces entreprises qui sont en phase de lancement, plusieurs d'entre elles, arriveront à résister et à suivre leur chemin. Et c'est peut-être, ça va être probable. C'est pour ça qu'il y avait cette initiative, je crois, Aymeric, que tu mentionnais, pour essayer d'obtenir un fonds de support pour ces entreprises en France ou en Europe, Oui. qui ne sont pas forcément des startups ou pas forcément dans la tech, mais qui est l'économie durable et solidaire et ses nouveaux modèles. Exactement. Il y a eu, donc on partira après dans le suivi, la continuité de ce webinaire. Il y a eu en effet la semaine dernière, comme on voyait les gouvernements qui mettent en place des milliards pour sauver des entreprises, dire mais attention, regardez bien toutes ces entreprises qui sont en train de proposer un nouveau modèle durable et souhaitable. Il faut absolument débloquer des fonds pour pouvoir les soutenir, parce qu'aujourd'hui, et c'est bien pour passer à la partie crise et Covid et conclure sur cette partie économique. Aujourd'hui, on a en effet des aides gouvernementales qui apportent des prêts, de la dette, mais ça ne veut pas dire qu'elles apportent des fonds propres et de la solvabilité. Donc, toutes ces entreprises qui sont un peu fragiles ont un report de dette ou de leurs emprunts bancaires à 6 mois, mais c'est encore de l'endettement. Et il faut trouver des investisseurs derrière qui vont pouvoir renforcer les fonds propres. C'est exactement ce que souhaite faire Quaddia à notre mesure, parce que notre modèle d'économie régénératrice, ce n'est pas un diktat, ce n'est pas quelque chose de rigide, c'est co-construit avec l'entreprise, c'est une feuille de route, c'est sur le terrain de se dire comment on l'amène vers un modèle encore plus vertueux, cette notion d'écosystème, transformer le business model en écosystème, s'adapter pour que l'entreprise puisse faire les choses au mieux de notre connaissance aujourd'hui des défis. Et justement, sur cette partie économique, je voulais en profiter pour partager avec vous la citation d'un économiste qui est Keynes, qui disait « La difficulté n'est pas de comprendre les idées nouvelles, mais d'échapper aux idées anciennes ». Et avec Change Now, on était totalement dans ce contexte. Et c'est vrai que si on parle des idées anciennes, quelle économie soutenir, comment repartir maintenant, Change Now nous l'a montré. J'espère que ce concept d'économie régénératrice le montre aussi. Et justement, cette fameuse crise, moi j'ai envie de parler du télétravail, de la digitalisation. Comment tu l'as vécu, Christopher? Quels sont un petit peu
ton témoignage et pour entrer dans l'actualité là, de nos éditeurs et de tout le monde, voir qu'est-ce qu'on peut partager comme enseignement et plutôt que de parler des causes, maintenant surtout se concentrer sur les conséquences et de ce qu'il va falloir faire. Exactement, et juste pour faire une petite incursion, disant que vraiment ce sujet du Covid, c'est ce qui occupe nos auditeurs et notre public qui nous demandent finalement quelles sont les opportunités, quelle place pour l'économie circulaire, quel modèle même pour par exemple les matériaux à usage unique tels que le plastique. Donc on est vraiment dans le vif du sujet. Donc avoir un témoignage comme le vôtre, Christopher, est encore plus apprécié en tant qu'entrepreneur. Merci. Alors, écoutez, moi, au niveau personnel, durant cette période de confinement, on est quand même très privilégié en Suisse puisqu'on a un confinement qui est quand même relativement souple. Mais j'ai moi-même quand même du mal à tout passer par des écrans et faire des relations humaines virtuelles. Je pense qu'il y a quand même quelque chose qui est le geste fraternel, c'est-à-dire d'aller vers l'autre, qui est devenu un geste barrière. Et c'est quand même, bien sûr que c'est pour des bonnes raisons sanitaires, mais c'est quand même pas facile, notamment pour les plus faibles, les malades, les anciens, les indépendants, les petits entrepreneurs et les artistes. De l'autre côté, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est aussi, sachant, avant de passer au niveau économique, au niveau général, c'est que sous cette dictature pour des questions sanitaires, on nous impose une privation de liberté qui, ça dépend jusqu'où elle ira, mais qui nous force à accepter les choses qu'en conditions normales, nous n'accepterions pas. Donc, je pense qu'il faut garder un esprit critique et tout en étant conscient des risques pour la santé et sanitaire, de garder notre liberté et notre capacité de penser, d'agir et d'agir. Alors, au niveau macroéconomique, la question se pose naturellement, Émeric, on en a parlé l'autre jour, est-ce que cette crise, sur quoi va-t-elle déboucher au niveau social et sociétal, macroéconomique? Alors, je n'ai pas de science infuse, mais ce que je peux dire, c'est que le système économique actuel était déjà très vulnérable, et je crois que tu l'as souligné, n'a pas de résilience. Hein, on voit des secteurs entiers de l'économie qui sont arrêtés. Ce que l'on voit, c'est que certains de ces secteurs vont être aidés. Il va y avoir un plan de soutien. Je ne suis pas sûr que ce plan de soutien va finalement être efficace, mais il y aura surtout un plan de relance derrière. Alors, est-ce qu'on se pose la question, est-ce que c'est une bonne idée d'investir autant d'argent dans une économie qui naturellement a créé des emplois, mais qui ne marche pas? Est-ce qu'il ne faudrait pas justement profiter de programmes au niveau européen, puisqu'on est en Europe, ou au niveau suisse? Notamment, je crois que tu as parlé du Green Deal, n'est-ce pas, cet accord européen qui touche le domaine de l'énergie. Est-ce que ça va pas être… Moi, je pense que ça va être une opportunité pour identifier, mobiliser et soutenir des secteurs clés, pas seulement dans le domaine énergie, puisqu'on a vu qu'au niveau des médicaments, on dépend de produits qui sont fabriqués à l'autre bout de la planète, mais vraiment une réindustrialisation. Simplement, cette réindustrialisation doit se faire sur des secteurs qui vont être porteurs de sens et porteurs de croissance dans l'avenir, et qui sont forcément, à mon avis, l'industrie circulaire notamment. Et donc, pour revenir au Green Deal, moi, je pense que ça va être un moyen de promouvoir des énergies propres telles que la fabrication de batteries pour l'automobile, l'éolien, peut-être l'hydrogène, qui nous permettrait à l'Europe de vraiment avoir une position forte au niveau compétitif. Et puis, je vois aussi que l'agriculture de proximité, l'alimentation locale et de proximité va prendre un essor, y compris les petits commerçants par rapport aux grandes surfaces. Enfin, c'est ce que je pense. Donc, moi, je vois quelque chose de positif
au niveau macroéconomique. Mhm. Et puis, au niveau suisse, je pourrais en parler tout à l'heure, mais je ne veux pas prendre trop de temps, donc je vous repasse la parole. Alors, c'est fondamental. Deux réponses, et je vais essayer d'être bref aussi. La première, en effet, il y a un débat actuellement au niveau de l'Union européenne. Donc, il nous parlait d'un Green Deal pour 2050. Moi, et je pense que beaucoup d'entre vous aussi, parce que c'est les questions qui étaient posées, 2050, c'est dans très très longtemps. Donc, le plus important, c'est comment agir tout de suite. Et peut-être qu'au niveau macro, global, top-down, ils pensent à 2050. Nous, on peut agir tous les jours aujourd'hui. Donc, la première chose, je ne suis pas un grand fervent des pétitions, des débats politiques. J'aime l'action sur le terrain et au sein de l'entreprise et par le biais de la consommation. Quand je disais que la théorie of change, le TOC, c'était aussi un trouble obsessionnel du comportement. Voilà, moi, je crois fermement aux consommateurs et comment on peut changer les choses dans nos actes quotidiens. Donc, sauf que là, il y a une question fondamentale qui est importante et qui est politique, c'est que, et même au sein d'une entreprise, tout d'un coup, quand il y a un problème de trésorerie, un problème de coût, un problème de budget, si c'est les notions de sécurité ou de bien-être des collaborateurs ou la culture qu'on supprime dans un budget, c'est catastrophique parce qu'on le paye 10 fois plus cher plus tard. Et donc là, le débat qu'il y a au niveau de l'Europe, c'est terrible, c'est de se dire, mon Dieu, les objectifs qu'on mettait sur le Green Deal 2050, on est en crise, il faut vite éteindre les incendies qu'il y a tout de suite, donc on le met de côté et on se précipite avec en plus un pétrole qui est pas cher, on se précipite pour relancer la machine. Alors surtout pas. Mais ça, malheureusement, c'est pas tellement dans notre contrôle. Donc peut-être qu'il va y avoir la décision de relancer la machine. Est-ce qu'au niveau politique, on peut surtout se mobiliser pour, et de plus en plus de personnes le font, pour expliquer que ce Green Deal doit être la direction maintenant à poser pour repartir dans l'économie. J'y crois de façon ferme. Je parlais de l'intention tout à l'heure. On peut être, selon notre passé, notre culture, notre âge, notre génération. Aujourd'hui, on a la chance de partager avec Astajam, qui a aussi un background différent du nôtre et qui est d'une génération différente, mais on se retrouve avec les mêmes convictions, les mêmes envies. Donc, on peut être sur des chemins différents, mais être certain que la destination est choisie, elle est commune. Donc, faire attention à ce que ces décisions politiques et que le Green Deal, là, soit fermement pris, en tout cas pour l'Europe, comme un objectif pour repartir et répartir. Ensuite, au niveau des questions que tu as soulevées, Astajam, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, souvent, comme avec Quadia, on a la casquette investissement, on me dit comment je peux investir, dans quoi je peux investir pour préparer le monde de demain. Mais le premier enseignement, on parlait de plastique, on parlait de circuits courts, le premier enseignement, avant d'investir, c'est la dépense. Accepter en tant qu'individu, peut-être de moins épargner, de dépenser un peu plus, de payer le prix juste sur un prix qui va être équitable pour le producteur, pour la planète, au niveau de comment est fait et distribué le produit. Avant de penser à investir, dépenser mieux, parce que la dépense, et c'est là où je suis obsessionnel, le comportement et l'intention qu'on met dans son acte d'achat, c'est cet acte qui est le plus important pour soit soutenir un système et une entreprise, soit le faire basculer. Et après, au niveau de comment on met en place les choses, l'intention là-dessus est fondamentale parce qu'on peut habiller économiquement différentes décisions politiques et économiques. Si l'intention est mauvaise derrière, c'est la catastrophe. J'en profite peut-être pour parler de l'exemple du télétravail. Christopher, on a eu plusieurs fois des vidéoconférences pour discuter de ce webinaire et sur d'autres sujets. Mais heureusement, mon Dieu, on s'est rencontrés plusieurs fois physiquement avant pour savoir qu'il y a un contact humain et qu'on partage des valeurs. Quadia, avec nos entreprises, avec nos investisseurs, ce contact humain est fondamental. Mais de façon plus pragmatique, sur ce qu'on vit tous aujourd'hui sur le télétravail. Moi, mon cri d'alarme, il est justement pour revenir à qu'est-ce qu'on fait, quelle est la solution. Le télétravail peut être jugé comme quelque chose de fantastique. Avant cette crise, un sondage vient de sortir en France, seulement 7% des personnes utilisaient le télétravail. On s'attend à un vrai boom du télétravail. Quels sont les côtés positifs et fantastiques? Plus de flexibilité au niveau de ses horaires et peut-être de sa gestion de vie familiale.
une mobilité qui est diminuée, on n'a plus besoin d'aller tous les jours sur son lieu de travail, donc moins de CO2, moins d'énergie. Et des études ont prouvé à Paris et à Londres, une journée de télétravail autorisée, alors bien sûr répartie, supprime tous les embouteillages. Et puis bien sûr, moins de pression sur les centres urbains, sur l'immobilier, puisqu'on a peut-être besoin de surfaces de bureaux plus faibles. Voilà tous les aspects positifs qui vont être mis en avant peut-être par les personnes qui veulent défendre le télétravail. Mais en même temps, si la personne qui veut instaurer dans son entreprise plus de télétravail n'est pas sur une logique bienveillante, une intention constructive, collaborative, comme on souhaite défendre avec ces principes de Green Deal et d'économie régénératrice, quel est le revers de la médaille? On va se retrouver au contraire avec plus de étanchéité entre sa sphère privée et sa sphère professionnelle. On peut être tout le temps derrière son écran ou en visioconférence. Il peut y avoir un contrôle accru de ce qu'on fait, les horaires et des fameuses data. On va se retrouver avec finalement une grosse consommation Internet. Et si tous nos serveurs et toute l'économie Internet est alimentée par une énergie qui est une énergie fossile, charbon ou nucléaire, on est loin justement d'une empreinte carbone positive. Et puis surtout, tout d'un coup, on peut se retrouver en concurrence. Alors non pas cette fois avec la Chine ou l'Inde et une force de travail bien moins payée, mais tout simplement avec quelqu'un qui est dans une ville où l'immobilier est beaucoup moins cher. Donc moi, je peux me retrouver, enfin, X peut se retrouver près de Paris, près de Genève, près de différentes villes avec des loyers élevés et être mis en concurrence immédiatement avec quelqu'un qui est dans une ville où les prix sont beaucoup moins chers. Et donc, au lieu d'être une société de 30 personnes, par exemple en région parisienne, on va se retrouver avec juste 3 personnes et les 27 autres personnes mises en concurrence salariale. Donc, attention à ça. Si l'intention, tout progrès technique, toute évolution, si l'intention est déformée, on peut arriver à la catastrophe. D'où le préambule de l'économie régénératrice pour co-construire une reprise, être certain de s'accorder sur des valeurs. Et je crois fermement à l'action individuelle, mais elle doit se nourrir de l'intelligence collective. Et la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que depuis une dizaine d'années, et encore plus avec cette crise, je ne crois pas que demain tout va être transformé, mais on va être de plus en plus nombreux à aller vers ce besoin de bienveillance et de construction à impact positif. Et là, tu me donnes aussi une très belle passerelle par rapport à une question, la dernière question qui nous a été posée, qui est assez longue, mais si je comprends bien, Emmanuel, vous pourrez me demander des clarifications. Donc, Emmanuel demande, évidemment, les entreprises qu'on a évoquées dans notre portefeuille sont innovantes, ont cet impact sur le plan de la production, du produit et de la distribution. Et qu'en est-il du plan social? Donc, je pense qu'Emeric avait passé en revue les objectifs d'impact, dans lequel, évidemment, nous prenons en compte l'aspect social, mais peut-être, Emeric, tu pourrais repasser sur cet objectif-là et les indicateurs reliés pour vraiment voir à quel point nous mettons évidemment en avant le bien-être des employés. Tu as donné l'exemple des Cotonantais, d'UDI, mais peut-être voilà, revenir sur ce point-là. Le plan social, je crois, et je reviens voilà, toujours au même principe qui est notre façon de travailler, le plan social ne se définit pas juste sur une mesure qu'on va mettre dans un rapport qui est demandé en RSE ou parce que il y a besoin de montrer des indicateurs. Le plan social, nous, il est aussi dans la dynamique qu'on souhaite partager avec l'entreprise, de gouvernance partagée, d'écoute. Quand on parle de collaboration, hein, c'est pas. J'ai eu cette discussion la semaine dernière avec un des pionniers des principes d'économie collaborative dans une entreprise. C'est pas de se décréter demain je serai une entreprise libérée et je vais être collaboratif. C'est finalement le faire petit à petit. Et au niveau social, je donnerai un exemple. Moi, je crois que le cœur du management, c'est pas d'être en haut d'une pyramide et de donner des instructions ou une to-do list à ses collaborateurs. C'est plutôt que nos collaborateurs nous donnent la to-do list de toi qui as plus d'expérience, qui est plus senior ou qui a un réseau, comment tu peux m'aider à accomplir cette tâche qui est ce que je dois faire pour l'entreprise. Donc le niveau social, il n'est pas occulté, il est permanent dans la façon dont on veut conduire, mener sa mission, son entreprise. Et c'est pour ça que pas par écran, mais quand on rencontre les entrepreneurs qui nous demandent de les soutenir en tant qu'investissement,
ce contact humain, il doit se faire et ces valeurs doivent être partagées. Et je pense sur le côté social dans l'entreprise, quand on a des valeurs humanistes, et c'est ce que montre le Zermatt Summit, Christopher est bien placé pour répondre aussi si on a le temps de déborder de 5 minutes. On va demander un tout petit peu à 5 minutes de plus à nos spectateurs s'ils sont d'accord pour prendre en compte évidemment les questions, mais aussi continuer cette discussion passionnante. Donc Christopher, je pense que vous avez aussi effectivement un complément peut-être par rapport à cette question sur le plan social dans l'entreprise. Bah, écoutez, moi j'ai une entreprise où on a des ouvriers en France qui travaillent derrière les machines et pas seulement des gens qui peuvent faire du télétravail. Donc on a d'abord essayé de faire passer la santé, enfin de faire passer le message que la santé était importante. Donc on travaille avec des masques puisqu'on est dans le pharma, on est dans le biomédical. Mais on a réussi à ce qu'une grande partie de nos salariés sont venus parce qu'ils ont senti que quelque part l'entreprise avait besoin d'eux et ils avaient confiance. Donc je dirais que le facteur humain reste très important et on ne peut pas forcer les gens à venir. Naturellement, il y a eu un peu de peur, hein, et c'était un peu anxiogène tout ce qui s'est passé, mais je dirais que 75% des effectifs étaient là, ce qui nous a permis, nous, de continuer à travailler en prenant les précautions pour protéger la santé de nos équipes. Donc voilà, au niveau social, par contre, je pense que le télétravail, comme tu l'as dit, Émeric, ça permet aussi de responsabiliser et d'avoir une certaine autonomie envers les collaborateurs. Et donc, je pense qu'il va y avoir une espèce d'équilibre entre le télétravail et le travail dans des lieux de bureau ou dans les lieux de travail dans l'avenir. J'en profite parce que je viens d'avoir accès à quelques questions. Quelqu'un nous dit « et la ruche qui dit oui ». Donc, bon, on n'a pas envie d'être trop égocentrique, mais oui, la ruche qui dit oui, bien sûr. Hein, les circuits courts sont extrêmement sollicités en ce moment, montrent que c'est bien de pouvoir avoir le choix de la consommation. Si on ne veut pas aller dans un supermarché, d'avoir la ruche qui dit oui. On est un des actionnaires de la ruche qui dit oui. On a aidé à leur développement. Donc, oui, bien sûr, les circuits courts et la ruche qui dit oui. Une autre question sur l'accessibilité. Est-ce qu'un produit qui, en effet, en termes de qualité, mieux produit, qui serait bio, par exemple, local, une question qui nous dit, mais quelle est l'accessibilité au prix et qui nous demande de parler de la fiscalité. Bien sûr, la fiscalité peut en faire partie. Nicolas, tu as posé la question et tu es un expert. Je crois aussi que nous, la démarche de Quadia, ce n'est pas tellement de convaincre ou d'être dans la taxe, mais plutôt d'être dans l'envie et de donner envie de déclencher. Et en ce sens, nous, plus qu'une taxe qui irait taxer le mauvais produit, finalement, ça fait que le mauvais produit est plus cher. Je vais malheureusement donner une marque, on l'a vu avec la taxe sucre et Coca-Cola. Et qu'est-ce qui se passe? Coca-Cola a fait les bouteilles au même prix, mais il y avait moins de Coca dans la bouteille. Au Mexique, la taxe sucre a fait que les gens qui achetaient du Coca sont allés acheter des produits, des ersatz du Coca, donc encore moins cher. Moi, je suis beaucoup plus partisan pour en fait un bon produit qui va être plus cher. Et puis après, il y a toujours un effet d'échelle. Et donc, le capital risque, l'investisseur qui va permettre de pouvoir augmenter le produit, soutenir et donc du coup le rendre peut-être moins cher, ou la niche de consommateurs qui avait fait le choix de ce produit devient plus grande parce que le produit peut se développer. Et après, peut-être que le rôle de l'État soit de voir que la consommation de ce produit apportera moins de maladies, moins de sucre, moins de conséquences négatives, et là, récompense plutôt que de taxer l'acheteur qui va faire le choix d'aller acheter la bouteille vertueuse plutôt que la boisson trop sucrée. Et pour prendre un exemple suisse, Opaline est tout à fait dans ce cadre-là. Hein. Opaline a séduit au départ un certain nombre de consommateurs avec un prix peut-être plus cher, mais Sophia donne très bien l'exemple, c'est que si la bouteille de jus de pomme coûte un certain prix, regardons combien coûte un kilo de pommes, et on ne peut pas faire une bouteille de 30 centilitres à 1 franc suisse, ça veut dire qu'il n'y a pas de pommes, mais il y a surtout de l'eau. Après, une fois qu'elle a trouvé son marché, pouvoir récompenser le consommateur qui va dans cette démarche. C'est ça qui me semble important. Et après, pour rassurer tout le monde, on n'est pas tous parfaits, on n'est pas tous, je pense, non plus utopistes ou dogmatistes. On est rempli de nos contradictions. Moi, le premier, je continue à prendre l'avion.
mais surtout se dire que nos contradictions ne doivent pas devenir des contre-indications ou des contre-actions à faire les choses. Plutôt qu'un changement radical de quelques-uns, je pense que des changements progressifs, en conscience, collectifs, d'un très grand nombre, c'est là où on aura la bascule et la possibilité de construire cette économie vertueuse. C'est, je crois, la clé de notre message. C'est possible, c'est en route, les solutions existent. Il suffit de faire grandir ces entreprises et puis après de les faire travailler ensemble avec les autres. Ce n'est pas inventer un nouveau système, mais être vraiment dans la collaboration. Merci, Emric. J'ai encore beaucoup parlé, mais voilà. J'aime beaucoup cette note très positive pour finir cette conversation. Je vais donner aussi la parole à Christopher quand même pour... Je t'embête une seconde. Est-ce que quelqu'un voit, mon Dieu, une question qui n'a pas été posée ou un sujet qui semble urgent? Et je suis ravi de voir la question à l'écran. Et bien sûr, Christopher, je te laisserai conclure. Donc, quelqu'un a 1 minute pour vite taper une question si on a raté quelque chose de fondamental. Sinon, on répondra après par email. Exactement, parce que je vois qu'il y a des personnes qui partent pour aller écouter Emmanuel Macron. Donc, pour ne pas oublier, pour ne pas faire toute notre audience. Bien sûr, Christopher a vous la parole. Je voulais juste dire que Emric a raison. En fait, nous sommes citoyens et consommateurs, donc on peut poser des actes dans notre quotidien qui font qu'on va pouvoir aider les entreprises qui sont vertueuses et qui sont dans ces nouveaux modèles. Je voulais juste parler d'une initiative en Suisse qui est le B-Lab Switzerland, qui ont lancé un programme qui est d'une part financé par l'État, par la Confédération suisse, par les cantons et par le secteur privé, qui s'appelle Swiss Triple Impact, qui permet d'accompagner les entreprises qui veulent justement mesurer leur impact, un peu comme votre modèle de fonctionnement par rapport aux ODD, aux SDGs. Donc, c'est un outil qui existe en ligne, qui est gratuit sur le site B-Lab Switzerland. Et je voulais souligner que il y a pas mal d'entreprises qui sont en train de rejoindre ce mouvement en Suisse. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. On a une toute petite question, je pense, qui va très bien avec ce que vous venez de noter, Christopher, qui dit: en tant qu'entrepreneur, je suis curieuse de savoir quels processus seront mis en place pour favoriser une nouvelle économie et de l'innovation sociale. On peut noter aussi le manifeste qui a été publié par Après-Jeux à Genève, qui est vraiment aussi un plan de reprise. On peut voir des ponts à faire à B-Lab Switzerland qui accompagnent justement les entreprises, des investisseurs comme Quadia qui sont aussi là pour soutenir et vraiment accompagner cet élan entrepreneurial et entrepreneuriat sociétal. Donc, merci beaucoup. Merci Emric. Merci Christopher d'avoir été avec moi durant cette discussion, de l'avoir menée et d'avoir apporté ces éléments de réponse. Merci à toutes et à tous de nous avoir rejoints encore une fois lors d'un Quadia Talks, ou plutôt un Quadia Digital Talks, et je me réjouis de vous revoir au prochain et de faire le suivi évidemment avec le lien de ce webinaire et les questions à venir.